Bonjour à tous et à tous, bienvenue la première conférence MIDI by Giant 2025. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anne Paul, sismologue et directrice de recherche CNRS à l'Institut des sciences de la Terre. Anne utilise les ondes sismiques pour cartographier la structure profonde des chaînes de collision continentale et étudier comment la géologie de surface se prolonge en profondeur. Ces campagnes d'acquisition de données sismologiques ont produit des avancées notables de la connaissance sur la structure géologique des Alpes, du Zagros et du plateau anatolien. Nous sommes ravis de l'accueillir et impatients de découvrir sa présentation qui s'intitule « Voir la géologie des Alpes en profondeur par l'imagerie sismique ». Bonne conférence à tous. Merci, bonjour. Donc je vais vous faire un petit voyage sous la surface, alors le pointeur c'est là, voilà, sous la surface des Alpes. Et mon outil, c'est donc l'imagerie sismique qui permet de voir, entre guillemets, ce qui est sous la topographie, qui est par définition une surface très opaque. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux Alpes ? Alors vous avez ici une image du Mont Blanc vue sur le nord, depuis le nord, et puis à une échelle verticale un peu différente, le type d'image que je vais vous montrer par la suite, que nous calculons. Donc ce sont des images ou des modèles de vitesse des ondes sismiques, qui sont les ondes élastiques qui se propagent dans le sous-sol. Et ce n'est pas directement la géologie. Donc on travaille avec les géologues pour arriver à convertir ces vitesses d'ondes sismiques en type de roche. Pourquoi les Alpes ? La raison, c'est que oui, les Alpes sont sous nos pieds, ici à Grenoble, et en plus, les Alpes sont une chaîne de montagnes tout à fait emblématique. Les études des géologues ont commencé dès la fin du XVIIIe siècle, avec notamment Horace de Saussure, par exemple. Et alors, depuis, tous les étudiants géologues du monde, un jour, ont entendu parler des Alpes. Donc les Alpes sont à... Oui, je vais y arriver. Il faut que je me tourne. Voilà. Excusez-moi. Donc les Alpes, qui sont ici, sont donc à la limite entre la plaque eurasiatique au nord et la plaque africaine. Et en l'occurrence, ici, dans les Alpes, ce promontoire, le promontoire apulien,
qui est donc une partie de l'Eurasie et qui, dans la convergence à cause de la tectonique des plaques, entre la plaque eurasiatique au nord et la plaque africaine au sud, qui emmène avec elle le promontoire apulien, évidemment, a formé la chaîne de montagnes dans la collision. Alors cette convergence, elle est encore active à l'actuel. La limite de plaque, c'est la zone bleue, là, le trait bleu qu'on voit là, et la convergence est encore active à quelques millimètres par an. Aujourd'hui. Alors, si on regarde un modèle un peu conceptuel de la formation des Alpes, en coupe cette fois, et en fonction de l'âge de 180 millions d'années à l'actuel, en fait, pour former toutes les chaînes de montagnes, donc on fait converger deux continents qui ici sont le continent européen ou eurasiatique à gauche et la marge africaine ou le promontoire apulien à droite. Au départ, il y a 180 millions d'années, on avait un océan donc entre les deux plaques avec une croûte océanique entre les deux croûtes continentales. Puis, vers 80 millions d'années, les deux plaques commencent à se rapprocher, à converger, système dans lequel on est encore actuellement, comme je viens de vous montrer. Et on passe à un épisode qui s'appelle de la subduction océanique. L'océan alpin plonge, l'océan qui est marqué par cette croûte océanique, ici en violet, plonge progressivement sous l'Afrique et sous la pluie. Et puis, à un moment, quand on a mangé toute la croûte océanique, on se retrouve en subduction continentale où le continent européen est emmené dans la subduction en rose, donc est emmené dans la subduction sous le promontoire apulien. Mais ça n'est pas quelque chose qui peut perdurer, parce que autant la croûte océanique a une forte densité, est légère et peut plonger dans le manteau qui est... la croûte océanique est lourde, dense, et peut plonger, donc tirée par son poids. Autant les croûtes continentales ne peuvent pas plonger bien longtemps, elles ont une certaine flottabilité, et donc elles finissent par se détacher de la croûte océanique. Et après la subduction continentale, vers 30 millions d'années, on passe à une collision continentale, où là, les deux croûtes ou les deux lithosphères continentales entrent en collision l'une avec l'autre, et donc ce qui induit de très fortes déformations. Alors une topographie en surface, et puis de très fortes déformations, des plis, des failles, comme on peut en voir dans la géologie ou dans les paysages autour de Grenoble. Alors, le problème, c'est quand même que ces modèles sont relativement conceptuels, et qu'on ne connaît pas trop, on connaît très bien la géologie en surface, comme je vous l'ai dit en introduction, mais on ne sait pas trop à quoi ressemble la structure en profondeur. Et tout ça est construit à partir ces modèles sont construits à partir des données des géologues, parce qu'on connaît aussi le comportement mécanique et on sait un peu comment se déforment de croûtes en collision. Mais on a quand même besoin de données comme celles des géophysiciens ou des sismologues sur la profondeur. Alors une donnée, une image qui date de la fin des années 80, c'est le profil dit de sismique réflexion profonde ECORS-CROP. Alors ECORS et CROP, c'était les noms des deux programmes de recherche scientifique français et italien qui s'étaient alliés pour acquérir ces données donc entre la région de Tournu, ici dans le Massif central, à travers la Vanoise typiquement, jusqu'au nord de Turin, dans la plaine du Pô. Donc le Massif central est ici et la plaine du Pô est ici à droite. Donc la question, c'est est-ce que vraiment c'est quelque chose, on a une structure comme ça par-dessous. Et ce qu'on voit sur cette image, là, voilà, c'était plutôt ça. Il n'y a plus de suspense. Mais ce qu'on voit, c'est une image de sismique réflexion qui était acquise il commence à y avoir longtemps, où on utilisait des techniques de l'exploration pétrolière ou gazière
avec des sources artificielles, c'est-à-dire des vibrations du sol, ou induites par des camions vibrants à la surface, ou bien des explosifs, de la dynamite. Et c'est comme ça qu'ils ont notamment traversé le massif de la Vanoise. Et on enregistre les ondes émises depuis la surface, réfléchies en profondeur et qui remontent aux capteurs de vibration du sol qui sont disposés à la surface. Et donc on obtient tous ces petits traits noirs qui sont des réflexions sur des discontinuités de vitesse sismique, où on voit dans les 10 premiers kilomètres le remplissage du fossé de la Bresse à l'ouest, le bassin genevois, ici le bassin molassique, différentes structures, le remplissage sédimentaire dans la plaine du Pô, donc les grands bassins. Et puis en profondeur, on voit quelque chose d'assez réflectif, mais assez désordonné dans ce qu'on appelle les zones internes des Alpes, donc ici sous Vanoise et Grand Paradis, qui donne une image un peu... Enfin, assez forte, donc qui est un signe d'hétérogénéité jusqu'à peu près 35 km de profondeur. Et puis, on voit du côté de la plaque européenne toute cette zone-là qui correspond à la croûte inférieure dite réflective. Et cette croûte inférieure est réflective parce qu'elle a une structure assez hétérogène. Et le manteau qui est dessous, c'est tout ce qui est blanc. C'est du manteau... le manteau sous-jacent, sous la croûte. Et lui, il a une structure très homogène. C'est pour ça qu'il est blanc. Il ne réfléchit pas l'énergie. Donc, on peut pointer ce qu'on appelle le moho, la limite entre la croûte et le manteau, côté européen à la base de cette croûte inférieure. Et puis, côté apulien, côté Italie, on pointe aussi les derniers réflecteurs. Et on a une structure beaucoup plus compliquée, là, avec du manteau qui manifestement remonte jusqu'à à peu près 15 km. Côté européen, on voit que la croûte s'épaissit progressivement en arrivant sous la partie centrale de la chaîne, mais qu'en arrière de Beldon, en fait, typiquement, on voyait plus grand-chose. Alors, on ne va pas... je ne suis pas allée pointer... Où est passé mon point d'interrogation ? Il faut que je braque par là. Ah ben voilà, il y a un peu un délai, je m'excuse. Ah non, c'est par là qu'il faut que je braque. Voilà. Je vais trop vite. Voilà, je voulais faire apparaître le point d'interrogation, le voilà. Donc on n'a pas pointé cette base de tous ces réflecteurs ici, parce qu'on ne voit pas bien comment le mot apulien pourrait passer de là à là, ou le mot européen de là à là. Les géologues avaient quand même proposé des interprétations de ces modèles. Alors ici, j'ai rajouté des réflexions qui ont été acquises, non pas par cette expérience, mais par d'autres expériences, et qui montrent bien le mot européen, ici, qui plonge jusqu'à peu près 55 km de profondeur sous la Vanoise. Donc on voit l'épaississement crustal et à la chaîne de montagne. Et ça, c'est une coupe géologique interprétative, alors avec quelque chose qui peut ressembler à de la surinterprétation, mais quand même, les géologues connaissent bien les Alpes, alors ils connaissent moins les profondeurs, et notamment... vous voyez qu'ils font bien plonger le mot européen, mais alors là, ils le font plonger jusqu'à des profondeurs qui dépassent 70 km, alors qu'on ne voyait pas ça du tout dans les données. Donc ça, c'est un premier problème. Alors comment est-ce qu'on fait pour voir la géologie des Alpes en profondeur et affiner les modèles de formation de la chaîne de montagne ? Alors, on utilise l'imagerie sismique. Alors là, je fais une analogie avec le scanner médical. Le scanner médical, on a des émetteurs de rayons X qui passent à travers le patient et qui sont détectés ici par des capteurs. Et ces capteurs mesurent l'absorption des rayons X et on peut reconstruire une image en absorption de rayons X. Nous, sismologues, utilisons l'imagerie sismique. Alors, des ondes élastiques, des ondes P et des ondes S, sont émises ici par un séisme, par exemple, un séisme assez puissant, qui émet des ondes qui traversent toute la Terre. Et on mesure les temps de parcours entre le séisme et des stations sismologiques réparties à la surface de la Terre. Donc ça, c'est une photo de station sismologique. Le capteur des vibrations du sol, il est enterré dans le sol, à peu près par là. Donc ça, c'est notre détecteur.
Et donc, on reconstruit l'image en vitesse des ondes sismiques avec toutes ces observations. Alors, un principe de base de l'imagerie sismique, ici, dans un modèle très très simple, dans lequel, à la surface, on a déposé des sismomètres, des capteurs de déplacement du sol. On imagine qu'on a 2 séismes par-dessous et que dans un milieu complètement homogène, on a une hétérogénéité de vitesse sismique plus lente. Et si on enregistre les ondes émises par le séisme 1 enregistrées à toutes les stations, on va avoir une anomalie de temps de parcours à ces 3 stations qui vont avoir traversé la zone lente, anomalie de temps de parcours qu'on voit là. Donc on va pouvoir dire, puisqu'il y a une anomalie entre ce séisme et ces stations, eh bien le corps anormal est dans la zone verte. On fait la même chose pour un deuxième séisme et on en déduit, alors vraiment à la main, que l'anomalie est située dans la partie rouge. Alors là, évidemment, qu'avec 2 séismes et ce nombre de stations, on n'a quand même pas une reconstruction très très bonne. Et une condition nécessaire pour reconstruire une image de qualité, c'est d'avoir beaucoup de données. Beaucoup de données, c'est beaucoup de sources d'ondes sismiques et beaucoup de capteurs est relativement bien distribué. Parce que si toutes les sources sont au même endroit, ça ne nous aide pas beaucoup. Et donc, dans les Alpes, en fait, il nous faut donc beaucoup de sources. Et dans les Alpes, on a fait beaucoup d'expériences depuis à peu près une dizaine d'années. Vous avez ici une carte de toutes les stations sismologiques permanentes dans les Alpes et les régions avoisinantes au 1er février 2015. Et vous voyez que la couverture n'était ni dense, ni latéralement homogène. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté, je vais en sauter une, on a monté un grand projet européen pour installer un très grand nombre. Où sont-elles? Je commande dans quelle direction avec mon... Ah, ça y est, pardon. Voilà, ça passe. Donc, dans un projet européen, avec tous les pays alpins, une douzaine de pays alpins, on a installé des stations temporaires des stations sismologiques temporaires qui sont tous les cercles verts ici, pour boucher tous les trous à terre et aussi en mer dans le bassin ligure. Donc, la sismologie, c'est une science, et on a aussi installé dans les Alpes franco-italiennes, dans une collaboration avec des collègues chinois, des profils beaucoup plus denses ici dans les Alpes occidentales du nord et du sud. Alors c'est un projet, la sismologie c'est extrêmement expérimental, on va beaucoup sur le terrain, à la fois à terre, donc là vous avez une de mes collègues qui est dans la salle d'ailleurs, qui creuse pour enterrer un sismomètre à Nyons, à cette station-là. Et puis, on a aussi déployé beaucoup de stations sismologiques fond de mer depuis le navire océanographique, pourquoi pas, ici, donc c'est cette station-là. Donc on a besoin de beaucoup de support par les moyens nationaux et ici aussi les moyens européens. OK. Voilà pour les capteurs. En ce qui concerne les sources, donc, nous utilisons des séismes, évidemment, donc des séismes lointains qu'on appelle téléséismes. On en a environ 150 par an de magnitude supérieure ou égale à 6 qui sont enregistrés à toute la surface de la Terre. Donc, on a une première source d'ondes. On peut aussi utiliser les séismes régionaux qui, peut-être heureusement, dans les Alpes, ont rarement une magnitude supérieure à 4, mais on en a quand même beaucoup de magnitude inférieure à 2. Donc ça, c'est une carte de la sismicité des Alpes depuis 1963. Mais on utilise depuis quelques années... Il suffit que j'attende, il faut quand même que j'appuie, voilà. On utilise depuis quelques années quelque chose qui s'appelle le bruit microsismique. Ce bruit, il est généré sur les océans, dans les océans et sur leurs côtes, par les vagues, par interaction des vagues entre elles, par interaction des vagues avec la côte. Et ça nous génère des vibrations du sol qui sont continues, qui ont relativement forte énergie et qui sont enregistrées sur toute la Terre et qui, en plus, sont des sources non destructives
est gratuite. Vous avez ici un enregistrement des vibrations du sol sur 3 heures, le 13 janvier dernier, la composante verticale du déplacement du sol à la station fr.grn, GRN comme Grenoble, elle est installée au sommet du Rachet, cette station. Et donc on voit, en plus du bruit microsismique, ici, un enregistrement d'un téléséisme assez important qui a eu lieu au Japon, magnitude 6,8. Donc on voit toutes les ondes qui arrivent ici pendant des dizaines de minutes. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le bruit microsismique, donc ce qui est avant, et on voit qu'en l'absence de séisme, eh bien, le sol vibre. Et depuis le début des années 2000, on sait utiliser le bruit sismique pour faire de l'imagerie sismique, et c'est des techniques qui sont nées dans mon laboratoire, donc sur le campus de l'autre côté, à Grenoble. Alors, hop. Alors, comment fait-on? Alors, on a... Oui. Donc on a 2 enregistrements de bruit sismique à 2 stations, à Grenoble et à la station Calves, qui est sur le plateau de Calerne dans l'arrière-pays niçois, par exemple ici. Et on fait une opération qui s'appelle une corrélation, une opération de traitement du signal, sur de longues séries temporelles. Et grâce aux propriétés physiques des champs diffus, du champ sismique diffus que représente ce bruit sismique, on arrive, en corrélant de grandes séries temporelles, à obtenir des signaux comme ça, qui montre en fait une reconstruction du signal qu'on observerait si on avait une source à GRN et une station à Calves. Et de l'autre côté, donc ça c'est les temps positifs, dans les temps négatifs, Calves est devenu une source de station pour GRN. Donc on peut faire de la sismologie sans source. Chaque station, je m'excuse, je appuie trop fort. Chaque station devient une source d'ondes sismiques pour toutes les autres et on n'a plus besoin d'attendre les séismes, plus besoin d'utiliser des sources artificielles. Ici, c'est un exemple pour une station en Suisse, qui est la station maître en quelque sorte, d'Avox. Et des corrélations de bruit ont été faites avec toutes les stations européennes autour et elles sont toutes représentées. Donc c'est toute une série d'enregistrements comme ça qui sont représentés à la bonne distance entre source et station, entre les 2 stations, ici, et on voit les ondes qui se propagent. On a du signal jusqu'à 2500 km de distance, simplement en utilisant le bruit sismique. Alors, je vais vous montrer des images maintenant. Donc, je vais vous montrer beaucoup d'images reconstruites avec le bruit sismique. Ici, c'est extrait d'une thèse qui a été soutenue à Grenoble, donc, pour tout ce réseau sismologique, incluant toutes ces stations dans les Alpes, installées à la fin des années de 2015 à 2020 environ. Ce que vous voyez ici, sont des coupes horizontales, des cartes de la vitesse des ondes S à différentes profondeurs, 6, 15, 30 et 60 km, obtenues donc par corrélation de bruit. Alors, ce qui est rouge, ce sont des vitesses lentes, et ce qui est bleu, ce sont des vitesses rapides, avec des échelles de vitesse d'onde S qui varient avec la profondeur, parce que la vitesse augmente avec la profondeur. Alors, je vais commenter surtout celle à 6 km ici, où on voit qu'on est plutôt dans les bleus, verts en général, donc avec des vitesses autour de 3,3 km par seconde. Et puis, on a des anomalies lentes dans la plaine du Pô, où on a un grand bassin sédimentaire. Au nord de la mer Adriatique, pareil, on a des sédiments à cette profondeur, donc très épais. Dans la mer Ligure, on a aussi des sédiments très épais. Et puis, dans ce qui s'appelle le bassin du sud-est français, ou bassin vauconsien, qui est au sud, qui commence dans le Diois et la vallée du Rhône et qui va jusqu'à la côte ou presque. Donc on voit les bassins sédimentaires à 6 km comme des vitesses lentes. Alors je saute directement à 30 km, où à 30 km, vous voyez qu'on voit l'arc alpin ici avec des vitesses lentes, et puis on voit la chaîne des Apennins en Italie, de même avec des vitesses lentes, alors qu'ailleurs, on a des vitesses autour de 3, 9, 4, qui sont des vitesses du manteau. Et la raison est qu'on commence à être très très près de la limite croûte-manteau,
à peu près partout, sauf dans les chaînes de montagne où la croûte est plus épaisse. Comme la croûte est plus épaisse, on a des vitesses plus lentes, puisqu'on a des vitesses de croûte et pas des vitesses de manteau. Alors on va regarder maintenant en coupe. Donc ça, c'est une coupe dans ce même modèle de vitesse d'onde S, sur une coupe qui va de Bolène, dans la vallée du Rhône, à Turin, à peu près, donc à travers le Queyras. Le Queyras étant par ici. Ah ben voilà. Vous avez la topographie ici, donc là on arrive dans la plaine du Pô, de l'ouest à l'est, la carte géologique, et puis la structure en profondeur et en distance, en échelle 1,1, la structure en vitesse d'onde S sur cette coupe, où ce qui saute aux yeux, c'est cette grosse anomalie bleue, donc anomalie rapide. Donc on a le manteau européen ici, le manteau de la plaque apulienne ici, qui remonte jusqu'à 10 km de profondeur, et on voyait déjà ça sur le profil écorce. Et puis on voit la limite croûte-manteau, on voit la croûte européenne s'épaissir progressivement en arrivant sous la chaîne de montagne et sous cette grosse anomalie, et on voit vraiment passer la croûte européenne, avec ses vétisses lentes, passer dans le manteau apulien. Donc on voit ici, et c'était la première image de ça, on voit la subduction continentale qui pouvait être remise en question à partir de la coupe écorce. On voit vraiment plonger la croûte européenne. Alors, on ne se contente pas de ces images-là, mais on utilise différentes méthodes d'imagerie sismique, alors qui donnent des résultats beaucoup moins spectaculaires. On a une coupe ici qui est obtenue à partir d'enregistrements de téléséismes, donc de séismes lointains, où on voit les discontinuités de vitesse, on voit le mot européen ici. Si on regarde bien, on le voit plonger, surtout quand on connaît le résultat. Et côté italien, la plaine du Pô étant une catastrophe pour les stations sismologiques à cause de l'activité humaine, notamment, eh bien, on ne voit pas grand-chose. Donc, heureusement qu'on a cette image-là, mais ça nous permet quelque part de la confirmer. Et puis, on a une coupe ici qui est en vitesse d'onde P cette fois, et ça, c'est de la tomographie de temps d'arrivée de séismes locaux qui utilise tous les séismes alpins, où là, on voit essentiellement l'anomalie rapide, ici, qui est la même qu'ici, mais vous voyez qu'elle n'a pas tout à fait la même géométrie. Et ça vient du fait qu'on a ici une anomalie en vitesse d'onde S, ici une anomalie en vitesse d'onde P, qui donne des résultats différents selon le type de roche, leur niveau d'hydratation. Et donc, on va pouvoir utiliser ces différences pour essayer de remonter à la géologie, même si ça n'est jamais évident, parce que un même type de roche, enfin une même vitesse sismique peut correspondre à plusieurs types de roches. Mais quand même, avec nos collègues géologues qui connaissent bien la surface, on peut convertir toutes ces images, et notamment en les comparant en une coupe géologique qui reste interprétative, un peu qualitative, et qui montre la structure interne de la chaîne alpine dans cette région-là, et cette fois contrainte par des images sismiques. Alors, si maintenant on compare à la coupe écorce que je vous ai montrée tout à l'heure, non, j'ai dû en sauter une. Oui, voilà, j'en ai sauté une. Si on regarde maintenant le profil au nord, donc qui va de vers Tournu, qui traverse le massif du Mont Blanc, jusque vers Ivrea, dans le Piémont italien. Donc on a toujours les mêmes images. Et vous voyez qu'au premier coup d'œil, que la structure en vitesse d'onde S et la structure en vitesse d'onde P, qui sont dessous, même l'image en fonction récepteur, sont franchement différentes de ce qu'on voit au sud. On a en moins de 150 km, une image vraiment très très différente de la structure, avec une interprétation, avec un mot européen beaucoup plus plat, quelque chose de beaucoup plus calme. Alors cette coupe, elle est la deuxième que je viens de vous montrer, elle est très très proche de la coupe écorce que je vous ai montrée tout à l'heure, et donc on peut les superposer les deux. Voilà, ça va peut-être venir.
voilà, elles ont été superposées. Vous avez la coupe de vitesse d'Ondès que je viens de vous montrer, superposée avec la coupe écorce, qui était en haut ici. Et alors, une chose intéressante, c'est que on retrouve en gros la même épaisseur de croûte, hein, ici, avec ces 3 méthodes. Donc, on est content. Nos méthodes d'imagerie marchent bien. On retrouve un peu aussi, on confirme l'image du Moho côté Apully. Et vous voyez que l'endroit derrière Beldon, où s'arrêtait la réflectivité de la croûte inférieure, correspond à un lieu où on a un saut de Moho, ici, et c'est probablement pas un hasard, en fait. On voit que le Moho européen continue au-delà, ce qu'on ne voyait pas en sismique réflexion, mais que la réflectivité s'arrête au saut de Moho, probablement parce qu'on change latéralement de type de roche. Voilà, là, je vous montre sur un même transparent les 2 coupes, celle du sud à gauche et celle du nord à droite, où là, on voit les différences. C'est un voyage en quelques centaines de kilomètres sous la surface des Alpes qui montre des structures incroyablement différentes, ce qu'on n'avait pas vraiment anticipé auparavant. On peut, évidemment, tous ces modèles sont à 3 dimensions, et donc je vous ai montré que des coupes, mais on peut regarder ici une carte en 3 dimensions. C'est une carte de la profondeur d'un analogue du Moho, qui est la profondeur, qui est l'isovitesse d'Ondès, 4,3 km par seconde, qui est un très bon analogue du Moho. Et on voit le Moho qui plonge, le Moho européen qui plonge graduellement d'à peu près 30 km ici, jusqu'à Annecy ou Grenoble, on est entre 30 et 35 km, et qui parfois saute. On a un saut de Moho, celui que je vous ai montré tout à l'heure, et s'approfondit jusqu'à 75 ou 80 km dans les zones internes, avec de très importantes variations latérales, notamment ici. Vous voyez qu'on a un trou, en fait, dans le Moho, mais quelque part, il est limité entre la région de Turin, ou un peu au nord de la région de Turin, et puis ça remonte très très vite ici au sud. Alors, puisqu'on a des modèles à 3 dimensions, on peut faire des coupes, parce que quand même, c'est difficile de faire des interprétations géologiques de modèles à 3 dimensions, c'est l'étape d'après. Donc, on peut faire des coupes. Ici, je vous en montre 5. La première, c'est toujours des coupes de vitesse d'Ondès. La première est à travers le massif de l'Aar, en Suisse, ici, où vous voyez qu'on a une structure assez lisse. Et lorsqu'on s'approche des Alpes occidentales, Mont Blanc, donc on l'a déjà vu, hein, la coupe à travers le Mont Blanc, on a déjà vu le saut de Moho, un petit approfondissement, mais pas très grand. Et puis, lorsqu'on passe sur cette coupe au sud, on voit très bien la subduction continentale. Et puis, on la voit encore sur cette coupe à travers le massif de l'Argentera-Mercantour, ici. Et je vous montre aussi une coupe à travers le bassin Ligure, ici, dans le golfe de Gênes, entre Corse et continent, où on voit là, on n'a évidemment plus de chaîne de montagne, puisqu'on a un bassin sédimentaire, un bassin qui s'est ouvert lorsque le bloc corso-sarde s'est détaché et a tourné, s'est détaché de la côte méditerranéenne. On peut, comme je vous l'ai déjà montré, interpréter avec les géologues toutes ces coupes. Alors là, je vous en montre que 2 que je vous ai déjà montrées. L'objectif de tout ça étant de faire... Alors là, je suis déjà sauté un peu, j'en ai sauté une. Et l'objectif de tout ça étant, in fine, d'avoir un modèle géologique 3D. Où est-elle ? Ah, bon, j'ai dû l'enlever parce que c'était trop long. Donc voilà, on est tout près de la fin. L'objectif de tout ça étant d'avoir, sur toute cette zone-là, des Alpes occidentales, franco-italo-suisses, un modèle géologique à 3 dimensions, issu de nos modèles tomographiques, pour
finaliser pour continuer à mieux comprendre comment se forment les Alpes, comment se sont formées les Alpes, et puis voir ce qu'on a dessous pour finaliser nos explorations. Et donc ça, c'est un travail qui est encore en cours avec des géologues, qui devrait aboutir dans les mois qui viennent, j'espère. Et donc c'est mon dernier transparent, effectivement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anne, pour votre présentation. On va prendre vos questions, donc je vous laisse lever la main et on vous fera parvenir des micros, si vous avez des questions. Bonjour, merci pour cet exposé. L'installation qu'on voit au sommet du mont Quichat, qui est dans la Chartreuse, ça fait partie de votre réseau d'observation? Au sommet du mont Rachet, c'est ça? Non, Quichat, il y a un bâtiment avec marqué séismomètre du CNRS, etc., etc. Et puis il y a une plaque. Pour moi, c'est le mont Rachet, mais juste là-haut, quoi, dans la Chartreuse. Juste au-dessus de la Bastille. Ouais. Oui, voilà, ça s'appelle Mont. C'est ça, c'est celui-là. Vous l'appelez différemment. Ouais. Oui, c'est ça. C'est notre station permanente que je vous ai montrée. D'accord. La station GRN du réseau d'observation permanent français. Alors, sur une plaque, il y a marqué un site web à consulter pour voir en temps réel les événements sismiques et tout et tout. Et quand on va sur ce site, il ne marche plus vraiment, quoi. Ah, d'accord. C'est sismalp.ozuc.fr. Non. Peut-être que cette plaque est plus ancienne que les changements de site web. Parce que le site, c'est sismalp.ozuc comme observatoire des sciences de l'univers de Grenoble.fr. Sismalp comme sismicité alpine. Voilà, si vous voulez regarder, il y a effectivement les cartes de sismicité en temps quasi réel. Alors moi, je voulais rebondir sur quelque chose que vous aviez dit en milieu de présentation, qui était que dans les Alpes, on a de la chance d'être dans une zone où les séismes ne sont pas très violents. Et du coup, là, j'ai une question en deux parties. C'est qu'est-ce que ces travaux peuvent nous apporter sur la compréhension des mécanismes des séismes pour pouvoir les anticiper et de pouvoir répondre à une certaine vigilance par rapport aux zones d'activité et d'à risque. Et dans un second temps, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tous ces travaux, de toutes ces réseaux de balises que vous avez répartis un peu partout en Europe pour justement déployer des infrastructures similaires dans des zones où les séismes sont beaucoup plus violents et très meurtriers, pour justement faire en sorte qu'eux n'aient pas pour optimiser, disons, l'investissement financier que représenterait un réseau de surveillance. Alors, sur votre première question, j'ai déjà fait ce séminaire en 1 heure de temps. Et dans les objectifs, j'expliquais qu'un des objectifs, une des raisons pour lesquelles on étudie la structure, c'est comprendre pourquoi il y a des séismes dans les Alpes alors qu'il n'y a plus de convergence. Dans les Alpes occidentales, il y a 0 convergence. C'est-à-dire que la collision continentale, la collision entre les deux continents est complètement arrêtée. On a encore de la collision active au nord de l'Italie, entre Italie et tout ça, où il y a déjà eu des grands séismes, des séismes plus importants. Mais dans les Alpes occidentales, les franco-italiennes, la collision est arrêtée. On mesure 0 mm de convergence depuis déjà au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et pourtant, il y a de la sismicité. Et ça, c'est une chose qu'on ne comprend pas, quelque part. Donc, il y a probablement des mouvements de fluide, des réajustements. Et comme il y a des grandes discontinuités de vitesse, il y a des grandes failles. Ça, on le sait partout. Et par exemple, à l'avant de ce corps de manteau rapide que je vous ai montré sur la coupe du Sud, là, je vais reprendre mon pointeur. Ici, donc,
Ici, donc on a le manteau ici, sous le massif de Dora Mera. Il y a beaucoup de sismicité à des profondeurs intermédiaires et qui sont liées à ce contact entre le manteau et la croûte. Donc là, on peut comprendre pourquoi il y a des séismes à cet endroit-là, même si c'est probablement des réajustements ou des mouvements de fluide. Disons que c'est un problème compliqué à laquelle ce type d'études participe. Pour faire des cartes d'aléas sismiques, j'ai des collègues tectoniciens notamment qui cartographient les failles. Et le principe de l'établissement de ces cartes, c'est de dire que là où on a eu des séismes, on en aura à nouveau. Alors ça n'est pas toujours le cas parce que le séisme du Teil du 11 novembre 2019, donc qui était dans la vallée du Rhône en Ardèche, celui-là était sur une faille inconnue et il a démoli toutes les églises du coin. C'est pareil, le séisme de 1996 à Annecy était alors sur la faille du Vuage qu'on connaissait plus au nord, mais qu'on ne savait pas où elle passait. Chaque fois qu'on a un nouveau séisme, on cartographie de nouvelles failles. On a une très belle faille le long de Beldon, et on sait qu'il peut y avoir un magnitude 6 le long de la faille de Beldon, donc en cartographiant la sismicité. Et cette cartographie de la faille de Beldon est arrivée après des années et des années d'observation, puisque le laboratoire qui s'appelait le laboratoire de géophysique interne à l'époque a été créé il y a 50 ans à Grenoble, et c'est à ce moment-là qu'a commencé l'observation des séismes par mes collègues plus anciens. Et donc, en accumulant 50 ans d'observation, on précise la sismicité, on précise les cartes d'aléas. Et on n'en est encore pas à prédire les séismes. Voilà, ça, on ne sait pas faire. Votre deuxième question, c'était sur l'observation est effectivement très importante pour faire des cartes d'aléas. L'observation de la sismicité, aussi l'observation des failles. Il commence à y avoir des réseaux d'observation partout. Et il y a partout, sauf en Afrique, mais en Afrique, à part en Afrique de l'Est, dans toute leur série de malchance, disons, eh bien, ils n'ont pas de séisme. Donc c'est un gros craton, un peu comme on a la même chose en Sibérie et en Australie, par exemple. On n'a pas de séisme, sauf s'ils sont déclenchés par l'homme, mais là, personne ne fait de l'injection de fluide pour extraire, comme aux États-Unis, pour extraire des gaz de schiste. Donc l'homme ne déclenche pas de séisme. Et donc le réseau sismologique africain est assez peu développé, mais il y a assez peu de choses à observer. Et je pense que les Chinois vont contribuer à améliorer cette chose-là. Voilà. Mais par exemple, en Turquie, où c'est le pays le plus proche de nous, Turquie et Italie, où l'aléa sismique est vraiment très grand, ils ont de splendides réseaux d'observation. Les grands séismes à l'est de la Turquie de février 2023 ont été extrêmement bien observés. Et il y a beaucoup de données et beaucoup de choses qui ont été comprises à cause de ça. Question longue, réponse longue. Merci. J'ai une question sur la méthode de bruit sismique. Pourquoi est-ce que la cross-corrélation n'est pas symétrique? Pourquoi est-ce que la cross-corrélation n'est pas symétrique par rapport au zéro? Et pas symétrique en amplitude. C'est une excellente question. Vous êtes physicien, hein? Semble-t-il. Alors, elle n'est pas symétrique parce que les sources de bruit ne sont pas symétriques. Donc le champ diffus qu'on corrèle, eh bien, il a une directivité et il arrive dans l'hémisphère nord, essentiellement de là où on a les plus grosses tempêtes, c'est au sud du Groenland, dans l'hémisphère nord et en hiver. Et donc, on a un champ diffus qui n'est pas isotrope et qui arrive essentiellement du nord-ouest, donc qui se propage de GRN à Calef. Et donc la corrélation, ce qui apparaît avec les grandes amplitudes, parce que ce n'est qu'une reconstruction,
Ce n'est pas la fonction de Green entre les deux stations. Et cette reconstruction est dissymétrique en amplitude parce qu'on a plus d'énergie qui se propage du nord-ouest vers le sud-est. J'ai fait exprès de choisir GRN et KLF. Et donc, on a peu d'énergie qui se propage dans l'autre sens. C'est pour ça que les amplitudes ne sont pas symétriques. Je vous en prie. Oui, je trouve que vos cartes sont magnifiques et sont très illustratives. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour essayer de croiser avec d'autres types d'informations? Par exemple, je me souviens qu'il y avait une étude par satellite qui visait à regarder la déformation de la Terre en fonction de la gravité. Est-ce qu'on peut avoir une carte, par exemple, de gravimétrie et essayer de voir une corrélation, savoir si par hasard il n'y a pas une variation gravimétrique entre le... Je ne sais pas comment dire. Tout à fait. Tout à fait. J'ai supprimé j'avais des courbes qui montraient le champ de gravité terrestre au-dessus des anomalies, parce qu'il est très bien mesuré, très bien connu, et où on voit très très bien les anomalies, parce qu'ici on a du manteau qui arrive à 10 km de profondeur avec des densités bien supérieures à celles de la croûte, et donc on a une très belle anomalie lourde, une anomalie du champ de pesanteur. On pèse plus lourd lorsqu'on est au-dessus de ces anomalies-là. Et j'ai supprimé les courbes pour pas trop dépasser le temps. Donc on a beaucoup d'autres données. On a les données du champ de gravité. On pourrait avoir des données, des mesures électriques, de la conductivité électrique, des mesures électromagnétiques pour étudier la structure et notamment les présences de fluides. Et ça, on l'a encore pas trop fait dans les Alpes. Mais mes projets actuels, depuis 1 an, sont dans le Massif central, où là, on essaye de comprendre l'origine des volcans du Massif central. Et là, il y a des fluides et il y a des zones fondues. Et donc, on va faire de la magnétotellurique dans ces coins-là, pour croiser différentes données et essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe dessous. Merci beaucoup. On va arrêter les questions pour l'instant. Vous pourrez continuer à échanger après. Nous vous remercions d'avoir suivi cette conférence. Elle sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Le prochain rendez-vous Midi by Giant aura lieu le vendredi 14 mars 2025. Nous aurons le plaisir d'accueillir Yvain Nicolet, chef du groupe métalloprotéines à l'Institut de biologie structurale. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site internet de Giant. Pour la suite des échanges, nous vous donnons rendez-vous au rez-de-chaussée dans l'espace Palladium. Une pause café est offerte aux participants. Et merci pour votre présence et à bientôt.